Pensée unique et diplomatie de guerre 2022. 1. Pourquoi donc des élections? Lorsque les guerres civiles ne constituent pas la principale cause de l'humiliation des pays africains sur le plan international, les querelles électorales prennent les devants de la scène. Les derniers développements en Zambie, au Zimbabwe et surtout à Madagascar sont suffisamment éloquents et nettement représentatifs de la situation que connaissent la majorité des États du continent. En Zambie, une grossière machination du parti au pouvoir a abouti à transférer pratiquement le pouvoir à un candidat choisi par le président sortant à la suite d'une élection à un seul tour. C'est-à-dire qu'un individu qui, en réalité, n'a même pas réuni 40% des voix de ses concitoyens a été imposé à la tête de l'État. Pour contenir des protestants de la population, on a tout simplement fermé les universités et décrété l'état d'urgence. À Madagascar, le président sortant a été battu dès le premier tour par le candidat de l'opposition qui, selon toute évidence et malgré les tripotouillages du pouvoir, a obtenu la majorité absolue. Le peuple a décidé de descendre dans la rue par centaines de milliers pour exiger le respect de sa volonté. En effet, que ce soit dans ces trois pays ou ailleurs, le scénario semble être le même, c'est-à-dire le refus de quitter le pouvoir et la volonté de transgresser le verdict des urnes. Lorsque l'on a cru entrevoir une esquisse d'élection réellement libre et transparente, on s'est vite rendu compte qu'au fond, les tenants du pouvoir n'avaient aucune volonté claire d'abandonner le pouvoir. Les pouvoirs impopulaires recourent à merveille à un système à un seul tour, pour mieux éviter une situation où tous les autres candidats mettraient leurs ambitions en commun pour créer une majorité inéluctable au deuxième tour. Dans ce cas, et l'exemple du Cameroun le démontre bien, le pouvoir procède au renforcement de la corruption des dirigeants des petits partis et joue sur la division ethnique pour gouverner à partir d'une représentation nationale minoritaire et étriquée. Ce qu'il faut aussi retenir de la Zambie. Les régimes qui aspirent à soigner un peu leur image jouent le jeu de la transparence en ce qui concerne les formes, mais pratiquent néanmoins la distorsion des suffrages avec des combines sophistiquées qui souvent échappent à la vigilance des observateurs internationaux. Bref, on sauvegarde les apparences tout en maintenant l'objectif de la confiscation du pouvoir. Ce n'est pas faire de l'amalgame que d'affirmer qu'Abou Diouf n'avait aucune intention de quitter le pouvoir ou que Laurent Gbagbo est le produit d'un punch électoral. Le président ivoirien était conscient et le demeure qu'une compétition libre et ouverte à tous les candidats ne l'aurait jamais donné vainqueur. Au-delà de tous ces constats, c'est toute la problématique des élections par rapport à l'existence de la République et par rapport aux droits et aux attentes des citoyens qui est au centre du débat dorénavant. À quoi servent donc les élections dans un contexte politique où les détenteurs du pouvoir aspirent à en jouir comme d'un bien personnel? Dans les moments les plus durs et les plus tendus de la bataille des résultats de la dernière élection présidentielle américaine, Al Gore, le candidat démocrate à qui une partie de la presse demandait d'abandonner, s'est exprimé en ces termes. Il est important que le processus de décompte des voix soit mené jusqu'à son terme, jusqu'au décompte du dernier bulletin de vote. L'élection présidentielle offre la seule occasion, tous les 4 ans, où chaque citoyen américain fait connaître son choix sur la façon de conduire notre union, de conduire son avenir. Les élections dans les États africains servent finalement à qui? À quoi et dans quoi? Le citoyen ne semble jamais être le centre des préoccupations du processus électoral. C'est le détenteur du pouvoir, son clan, son ethnie et ses ambitions qui justifient et orientent le sens et la finalité des élections. Dans cette optique, il conviendrait de reposer le problème crucial de la République avant de poser celui de la démocratie.
Peut-on raisonnablement dire qu'au-delà des appellations et des dénominations consacrées par les usages diplomatiques et constitutionnels, les pays africains sont des républiques? La réponse est négative si l'on considère que c'est du citoyen et sa volonté, de ses droits et de ses rapports à l'État, aux institutions qu'il incarne, que surgit et s'impose la République. Au bout de l'analyse, l'organisation des élections dans son principe correspond à une administration et à une gestion du pouvoir qui exclut l'égoïsme et toute tendance monarchique. Dans tous les pays où des formes de féodalité ont définitivement structuré et cimenté les mentalités, le transfert du pouvoir ne peut plus être pensé et programmé à travers des processus électoraux. Transition politique et transfert du pouvoir deviennent de simples manifestations de puissance du détenteur du pouvoir. Senghor n'a pas quitté le pouvoir parce qu'il était habité par une volonté de démocratie, tout comme Maïdjo. Les deux ont d'ailleurs géré le pouvoir comme un bien familial, désignant les serviteurs jugés dociles pour les remplacer au mépris de l'exigence de la légitimité populaire. Ceux qui ont voulu voir Senghor le modèle de gestion politique pour le seul fait d'avoir intronisé Diouf ont fait une analyse erronée qu'ils auraient pu éviter en interpellant le comportement royaliste d'Ahidjo, moins de 3 mois après son cadeau à Paul Biya, car c'est en fait ainsi que l'ancien président voyait les choses. Tout semble donc dépendre plus des humeurs des autocrates capricieux que de l'adhésion à une quelconque éthique démocratique. Comment peut-on penser à des élections sans fondement démocratique de l'État? Comment peut-on parler de l'État sans la République? Comment parlerait-on de la démocratie sans la République? Il n'y a que des rois. Et selon qu'ils tendent, contents, mourants ou pleins de vie, les peuples seront soumis à des farces électorales, des bruits variables. Au gré des projets personnels pour gérer le pouvoir selon la durée qu'ils ont décidé, ces dictateurs, à peine sortis des mentalités obscurantistes attachées au gris-gris, décident du moment des élections, du nombre, du nom et de la couleur des candidats. Les constitutions sont taillées sur mesure pour conforter tous ces manèges. On peut rédiger pour éliminer Kolelas et Lissassou au Congo parce que Sassou Nguesso aspire à gérer le pouvoir pendant une bonne quinzaine d'années sans trouble. On peut les rédiger et les réviser pour décréter les présidents à vice implicite en Guinée. On peut reporter ou anticiper les élections autant de fois qu'on veut, comme le pouvoir de Yaoundé sait le faire. Ce qui importe cependant, c'est de s'interroger sur cette dérive dictatoriale en Afrique. Pourquoi des conditions ne peuvent pas être réunies pour changer véritablement et évoluer vers des systèmes de consultation effective des citoyens? Il faut sans doute se faire une raison définitive sur l'inutilité des élections tant qu'il ne sera pas produit une révolution institutionnelle complète et profonde. La situation du Cameroun produit sur ce point un autre témoignage incontestable. Les citoyens s'estimant floués et abusés après avoir à un moment cru à une volonté d'ouverture démocratique donnent aujourd'hui le sentiment de ne plus attacher d'importance aux élections. En dépit de l'existence du pouvoir, les citoyens estiment inutile de se déranger pour aller s'inscrire sur les listes électorales. S'il fallait tirer des conclusions sous forme d'explications, nous prendrons le risque de fonder l'arrogance de ces autocrates sur l'absence d'une société civile forte et structurée et sur le fait que la majorité de la population demeure rurale et analphabète dans la plupart des pays. Parce que les dictateurs ne trouvent aucun répondant, aucune organisation solide et déterminée capable de paralyser le pays, ils ont le champ libre pour des exactions et les élections simultanées d'élections sous la protection des gardes prétoriennes féroces. Le principe d'une élection repose sur la sensibilité, sur l'éducation et sur l'honnêteté du détenteur du pouvoir. Dans nos pays, tout dépend donc de la culture profonde du dirigeant. Qui est-il?
Quelle aptitude intellectuelle et mentale réunit-il? C'est une question cruciale de loyauté et d'humanité et non de politique et de matériel. Pour des gens de toute petite vertu, l'habitude du pouvoir qu'ils ont souvent hérité par un simple accident de l'histoire ou par de sordides manœuvres tissées de l'étranger les installe en très peu de temps dans des abus énormes qui finissent par les rendre prisonniers de ce même pouvoir. Et pour éviter d'avoir à rendre compte, ils bloquent toute possibilité d'expression des citoyens par les urnes. Le comportement des citoyens à Madagascar invite cependant à baliser à nouveau les chemins de la contestation et l'organisation des masses qui aspirent à des élections justes et transparentes. Ta narratif n'est certainement pas Belgrade et les Américains ne sont pas encore disposés à déloger les autres talibans qui peuplent les sommets des pouvoirs en Afrique. Pourtant, il faudrait au moins s'admirer pour bien retenir la leçon que les citoyens peuvent encore, malgré tout, descendre dans la rue en Afrique pour imposer le respect des urnes.